bilan énergétique mondial. Donc en gros, c'est une présentation qu'on fait tous les ans qui sert surtout à montrer les chiffres consolidés de l'année précédente, donc en l'occurrence 2024, à l'échelle du G20, en essayant de regarder un petit peu les dynamiques régionales, ce qui se passe dans les différentes énergies, et puis aussi ce qui se passe en termes d'émissions alors de CO2, surtout liées au système énergétique. Et donc voilà, c'est l'édition 2025 de cette présentation qu'on fait en anglais et que là, on a décidé aussi de faire en français. Tu peux y aller. Je vais dire quelques mots sur Enerdata, donc sur nous. Donc Enerdata, nous, on est une société indépendante de recherche et de conseil avec plus de 30 ans d'expérience. En gros, on mélange une expertise déjà, une expertise dans tout ce qui est les enjeux finalement des systèmes énergétiques et climatiques, puisqu'on touche aussi beaucoup tout ce qui touche les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées surtout au système énergétique, mais pas que. Alors on est basé à Grenoble, hein, une petite ville française, mais on a vraiment une portée qui est mondiale. On a des clients et des partenaires dans le monde entier. Et on mélange un peu, alors d'abord un savoir-faire en termes donc on l'a dit, d'expertise sur les enjeux énergétiques et climatiques, avec beaucoup de données. En fait, on collecte et on met à jour pas mal de bases de données sur la production d'énergie, la consommation d'énergie, les infrastructures énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi, à côté de ça, et les deux sont vraiment s'alimentent, euh, on a des outils de prospective énergétique, donc on fait des scénarios de long terme, on en parlera un petit peu pendant cette présentation, pareil avec un périmètre mondial. Et à côté de ça, on a aussi des expertises, on va dire, un peu plus niche, régionales ou sur des technologies. On fait aussi de la veille de marché, beaucoup sous forme de produits ou de contrats avec des clients, voilà, comme des institutions publiques, des gouvernements, mais aussi des acteurs financiers, des entreprises du secteur. Voilà. En termes de variété, on a énormément de clients différents, à la fois géographiquement et aussi en termes de type d'acteurs. Donc ça, c'était pour Enerdata. Je te laisse aller à la slide. Voilà, donc je vais parler des intervenants d'aujourd'hui, donc moi-même, mais surtout Géraldine Dufour, donc, qui est experte maintenant depuis de nombreuses années à Enerdata, qui a l'habitude de faire ce travail d'analyse et de présentation donc des chiffres, des tendances, on va dire, en termes de consommation énergétique et d'émissions de CO2 dans le monde. Et moi, maintenant, depuis quelques années, je l'épaule aussi pour essayer d'apporter un petit peu une vision complémentaire. Donc, regarder un peu ce qui se passe en termes de tendance. Là, on va regarder dans l'agenda, si tu veux, Géraldine, pour expliquer un peu comment ça va se présenter. On va d'abord donc parler, Géraldine va d'abord nous parler un peu de ce qu'on observe en termes de chiffres clés de l'énergie et du climat en 2024. Puis, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail des différents types d'énergie. Et ensuite, moi, je vais essayer de faire une mise en perspective en regardant comment on peut comparer ces tendances récentes avec des tendances qui correspondraient à des trajectoires donc, de décarbonation qui seraient alignées avec nos objectifs climatiques de long terme. Et puis ensuite, je ferai avec une méthode un tout petit peu différente, je ferai un petit focus sur l'Union européenne pour regarder un petit peu notamment ce qui s'est passé dans les différents secteurs et qui explique une baisse des émissions dans l'Union européenne. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Géraldine qui va attaquer avec les deux premières parties. Et je prendrai la suite. Je précise peut-être quand même, parce que j'oublie toujours de préciser, les slides seront envoyés avec un rapport aussi, bon, c'est à peu près le même contenu, mais en un peu plus joli, un peu plus étayé. Et il y aura une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, on a une fonctionnalité dans Zoom, une boîte de questions-réponses. Vous pouvez les poser à l'écrit et là, vous n'êtes pas beaucoup aujourd'hui, donc je pense qu'on devrait pouvoir les traiter et y répondre, enfin, toutes les questions que vous aurez à nous poser. Donc, n'hésitez pas, au fil de la présentation, on les traitera à la fin, mais n'hésitez pas dès que vous avez une question à utiliser cette fonction. Voilà, je te laisse la parole, Géraldine. Merci Quentin. Donc je vais vous présenter les chiffres clés de l'énergie et du climat en 2024 pour les pays du G20. Donc pourquoi les pays du G20? Parce qu'ils représentent 80% de la consommation d'énergie, à peu près 80% des émissions de CO2 du monde. Donc avoir des informations sur ces pays-là permet d'avoir une tendance mondiale. Donc on s'est basé sur 5 indicateurs qui permettent d'évaluer, d'avoir une vision globale en fait, de l'énergie et du climat, notamment la croissance économique, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Donc s'il y avait 3 chiffres à retenir, ça serait 3, 2, 1. 3%, c'est le taux de croissance économique des pays du G20 dans son ensemble, en 2024. C'est un rythme qui correspond à la tendance de long terme entre 2010 et 2019. Donc nous avons préféré choisir comme période de référence la période avant le Covid, avant donc la chute liée au Covid, les rebonds de 2020-2021, les années 2022-2023 qui étaient un peu particulières
notamment en Europe, avec des prix très élevés, des approvisionnements compliqués. Donc notre tendance, notre période de référence, c'est vraiment 2010-2019. Donc une croissance économique qui revient à son niveau tendanciel de 3%. 2%, c'est le taux de croissance de la consommation d'énergie dans le pays du G20. Donc c'est un certain ralentissement par rapport à 2023, où il y en avait quand même un certain rebond post-Covid, mais ça reste quand même très supérieur au taux de croissance historique autour de 1,4% entre 2010 et 2019. Donc on a un, un léger découplage entre la consommation d'énergie et la croissance économique, mais qui reste quand même... mais la consommation d'énergie reste quand même très soutenue. 1%, c'est la nouvelle croissance des émissions de CO2 du G20. Un ralentissement par rapport à 2023, mais une tendance comparable à ce qu'on avait pu observer entre 2010 et 2019, donc pas de nette amélioration, malgré les engagements climatiques, sans vouloir gâcher la surprise, on n'est pas sur une tendance suffisante pour atteindre les objectifs. Deux indicateurs complémentaires, l'intensité énergétique finale, donc qui correspond à la consommation d'énergie finale, donc hors secteur énergétique, centrale électrique, raffinerie, unité de liquéfaction de gaz, vraiment la consommation d'énergie finale des secteurs économiques, de l'industrie, des transports, des ménages, par rapport au PIB. Donc combien ces secteurs économiques vont consommer d'énergie pour produire une unité de PIB. Donc cette intensité énergétique finale, elle a légèrement diminué, de moins de 1% en 2024. C'est un net ralentissement par rapport à la période historique où on était autour de 2% par an. De même, le facteur carbone, qui correspond aux émissions de CO2 de l'énergie que l'on consomme, donc les émissions de CO2 par rapport à la consommation d'énergie, n'a baissé que de 0,5% en 2024. C'est à peu près la tendance qu'on a pu observer depuis 2010, donc un niveau qui est très insuffisant avec un facteur carbone qui tend à stagner en fait depuis 2010. Donc pour appréhender les émissions de CO2 et la consommation d'énergie, on peut faire un focus un peu plus long en fait sur la croissance économique, qui est un des principaux moteurs de la consommation d'énergie. Donc dans le G20, donc, cette croissance économique a augmenté de 2%, mais elle a été de 3%, mais elle a été tirée par les pays non OCDE, qui représentent maintenant presque 50% de cette croissance, de la richesse du G20. Notamment la Chine, qui à elle seule représente 25% du PIB du G20. Donc vous pouvez retrouver ces indicateurs sur le graphique. Tous nos graphiques sont construits de la même manière. Ce sont des taux de croissance, donc 2024 en orange, 2023 en bleu, et la bulle verte qui correspond à la tendance de long terme entre 2010 et 2019. Donc encore une fois en excluant la période Covid et rebond. Et la ligne en dessous représente le poids de chaque pays dans le G20. Donc vous voyez que la Chine représente 25% du PIB du G20. Donc la Chine qui est le principal, le poids lourd, on va dire, du G20 en termes économiques, sa croissance a augmenté de 5% en 2024, à peu près au même rythme qu'en 2023, ce qui reste quand même nettement inférieur, enfin plus lent que les 7% par an qu'on avait pu observer entre 2010 et 2019, qui étaient liés à la croissance du secteur immobilier, qui depuis 2020 a eu tendance à enfin, est en crise, ce qui a un impact assez fort sur l'économie chinoise, sur les secteurs économiques, sur la confiance des ménages et la consommation. Donc une croissance économique qui ralentit légèrement, mais qui reste tout de même très dynamique. En Inde, en Russie, en Indonésie, on a quand même une croissance qui est très soutenue, au Brésil également. La Russie, malgré les sanctions économiques occidentales, continue d'avoir un taux de croissance très fort en 2024, soutenu par des dépenses publiques donc, pour l'industrie et le secteur militaire. Ça, c'est peut-être moins le cas en 2025, mais en 2024, on a quand même une croissance très soutenue. Donc en fait, les BRIC et les pays émergents, en fait, la zone non OCDE est le principal moteur de la croissance. Ça correspond aux besoins d'équipement et à la croissance démographique de ces pays. Dans l'OCDE, qui représente juste 53% de la richesse du G20, la croissance est un peu plus faible, de moins de 2%. Donc on a une croissance assez forte, autour de 3% aux États-Unis, au-dessus du rythme de long terme, mais une stagnation au Japon, qui renoue avec une tendance, une croissance molle, on va dire, de long terme, et l'Union européenne, où la croissance économique ne progresse que de 1%, contre 0,5% en 2023, avec même une stagnation en Allemagne, qui est la principale économie de l'Union européenne. Donc cette croissance économique de 3% a permis de tirer la consommation d'énergie primaire. Donc énergie primaire, c'est l'énergie totale, y compris celle qu'on utilise pour être transformée dans les centrales électriques ou les raffineries ou les unités de liquéfaction de gaz, par exemple. Donc cette consommation augmente de 2%. Là encore, comme pour la croissance économique, elle est tirée par la zone non OCDE, qui représente désormais 60% de la consommation primaire d'énergie du G20. Donc c'est surtout la Chine
qui représente 35% de cette consommation, donc plus du tiers de l'énergie consommée dans le G20 est consommée en Chine, c'est 2 fois plus que les États-Unis avec 17%. Donc cette consommation augmente de presque 4% en Chine, de 5% en Inde, de 6% en Indonésie. Donc vraiment, ces économies sont très dynamiques et consomment de plus en plus d'énergie. On a également une croissance en Russie. Voilà, donc une consommation qui est vraiment tirée par les zones non OCDE. Au contraire, les pays de l'OCDE ont une consommation d'énergie beaucoup plus faible, qui a stagné en fait. Légère, très très légère hausse de 0,4% après 2 ans de déclin. C'était vraiment lié notamment à la baisse de la consommation dans l'Union européenne, euh, avec des prix de l'énergie qui étaient très très élevés. Donc une stagnation dans l'UE, un léger rebond aux États-Unis et de nouveau un déclin au Japon, donc à mettre en lien avec la croissance économique. Donc si on regarde l'intensité énergétique finale, donc cette consommation d'énergie finale par rapport au PIB, donc on observe une baisse structurelle depuis 2010. Donc ça c'est quand même une bonne chose, donc qui est liée en fait à la tertiarisation de l'économie, avec plus de croissance économique créée par des secteurs moins intensifs en énergie, des gains d'efficacité énergétique euh, dans l'économie, dans les transports, etc. Mais on observe quand même un ralentissement récent, surtout depuis 2022, avec moins de 1% par an d'amélioration, surtout hors OCDE. Donc ça, en fait, c'est que il y a un effet de structure en fait, avec des tendances différentes entre l'OCDE, où la consommation finale va être plus modérée dans l'Union européenne, au Japon, aux États-Unis. Dans la zone non OCDE, on a une intensité qui est à peu près stable, mais une forte croissance économique qui permet de... En fait, les gains dans la zone non OCDE, c'est dans des pays qui ont des intensités très élevées. Donc même si on a des améliorations d'intensité, au final, dans l'ensemble du G20, ça améliore relativement peu. Les émissions de CO2, donc on l'a dit, ont augmenté de 1% par an, 1% en 2024. C'est une nouvelle croissance, plus lente qu'en 2023, mais une nouvelle croissance, et qui est tirée par la Chine et l'Inde. Donc la Chine et l'Inde représentent plus de la moitié des émissions de CO2 du G20, 53% en 2024. Dans ces deux pays, les émissions ont continué d'augmenter, parce que la consommation d'énergie progressait, notamment la consommation d'électricité, la consommation de charbon. C'est un ralentissement parce qu'il y a eu plus de production d'électricité renouvelable, mais quand même une augmentation toujours, enfin, toujours une augmentation. Et ces deux économies ont un poids tellement important dans les émissions de CO2 que la plus légère augmentation va avoir un effet sur les volumes de CO2 émis. Dans l'OCDE, on a une légère amélioration de 0,7%, c'est très limité. C'est une tendance longue en fait dans l'OCDE avec une sortie du charbon, des politiques de sortie du charbon, de production renouvelable et de réduction des émissions, mais ça reste quand même très limité. Et au final, les émissions du G20 ont tendance à augmenter. À part en 2020, qui était lié donc, au confinement et à la baisse des transports, à la mise à l'arrêt des économies, en fait, les émissions de CO2 ont continué d'augmenter, loin de ce qu'on avait prévu pour l'accord de Paris, et très loin d'un scénario pour atteindre les 2 degrés. Voilà. Donc une nouvelle augmentation qui euh, nous éloigne toujours plus de l'objectif. Donc cette baisse des émissions qui est relativement faible, c'est lié à un facteur carbone qui est stable. Donc le facteur carbone, c'est le contenu CO2 de l'énergie que l'on consomme, euh, qui baisse très lentement, autour de 0,5% par an depuis 2010. Donc c'est totalement insuffisant, comme on peut le voir sur le deuxième graphique en haut à droite. C'est toujours très loin de la trajectoire des 2 degrés. Donc c'est lié à une consommation d'énergie fossile qui reste très élevée. On a 80% de la consommation d'énergie du G20 qui est du pétrole, du charbon ou du gaz. On va le voir également dans le secteur électrique, la part des énergies fossiles reste toujours très élevée, autour de 60%. Donc on a une décarbonation qui avance très lentement et même qui ralentit dans l'OCDE par rapport à 2023. Donc on est vraiment très loin des 3% autour des 3% par an de réduction qui seraient nécessaires pour atteindre ces objectifs mondiaux. Donc quelques messages clés en fait à retenir maintenant, c'est donc on a de nouveau une croissance économique qui revient à son rythme tendanciel de 3% par an, une croissance de la consommation d'énergie autour de 2% par an, donc supérieure aux tendances historiques. Donc on n'est pas tout à fait, on est loin d'un découplage progressif en fait. La consommation d'énergie reste presque relativement inélastique.
avec un rythme de réduction de l'intensité énergétique et du facteur carbone qui sont beaucoup trop lents, qui restent incompatibles avec les trajectoires de degrés et des objectifs qu'on s'est fixés. Donc évidemment, c'est très différencié selon les pays, entre les pays non OCDE et les pays OCDE, selon la croissance de leur PIB, la structure de leur économie, l'évolution de leur mix énergétique. Donc ces inerties, en fait, contribuent à une augmentation des émissions de CO2. Donc maintenant, on va voir les tendances par énergie, ce qui explique quelles ont été les énergies qui ont poussé la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Donc, pour récapituler, pour avoir une vue d'ensemble, donc cette croissance économique de 3%, cette consommation d'énergie de 2%, en 2024, toutes les énergies, enfin la consommation de toutes les énergies a progressé, à l'exception du pétrole, où on a une très légère baisse de 0,6%. Enfin, ce 0,6%, c'est plutôt une stagnation en fait, plus qu'une baisse. Ça correspond, on va le voir, à un ralentissement aux États-Unis. Il y a une très légère baisse en Chine, après l'explosion de la consommation de pétrole en Chine en 2023. Donc ça contraste avec la tendance à la hausse de 1% entre 2010 et 2019, mais c'est plutôt une stabilité en 2024. Sinon, en 2024, la consommation d'électricité, elle bondit de presque 4%. C'est très supérieur à sa tendance 2010-2019, où on était plutôt autour de 2,5% par an. Et cette consommation d'électricité, qui va être liée à de nouveaux usages, il y en a qui sont liés au changement climatique, comme la climatisation, d'autres à de nouvelles tendances industrielles, avec les data centers, par exemple, ou les véhicules électriques. Donc cette consommation d'électricité va avoir un impact sur la consommation de gaz et de charbon pour alimenter le secteur électrique. Donc la consommation de gaz augmente de 3% en 2024, c'est très supérieur à sa tendance 2010-2019 qui était déjà dynamique. Et le charbon continue de progresser de 2% en 2024, c'est un rythme 3 fois supérieur à sa tendance 2010-2019. Donc avec, sans surprise, avec un impact négatif sur les émissions du G20. Donc le charbon continue de représenter un tiers de la consommation d'énergie du G20 et continue de croître, donc de 2% en 2024, tiré par la Chine et l'Inde. Donc la Chine et l'Inde représentent à peu près les trois quarts de la consommation de charbon du G20, 63% la Chine, 14% l'Inde. Si on ajoute l'Indonésie, on est à presque 80% de consommation dans ces trois pays. Donc ce sont des pays qui sont producteurs de charbon, qui utilisent donc leurs propres ressources pour alimenter un secteur électrique et une industrie en plein essor. Donc on a une croissance de 3% en Chine, 5% en Inde, 12% en Indonésie. Cette croissance en Indonésie est également tirée par l'industrie du nickel, pour le raffinage du nickel qui a besoin d'énormes quantités de charbon pour faire monter en température son minerai. Malgré un certain ralentissement en Chine et en Inde, qui est lié à la concurrence des énergies renouvelables, mais on a quand même une forte croissance dans ces deux pays. On a même un rebond en Afrique du Sud, qui avait une tendance à la baisse ces dernières années, mais les centrales électriques au charbon de l'Afrique du Sud sont reparties en 2024, donc on tirait la consommation de charbon. Au contraire, on a une baisse continue dans les pays de l'OCDE, qui est liée vraiment à la politique de sortie du charbon, avec des baisses assez marquées aux États-Unis de 7%, dans l'Union européenne aussi de 13%. C'est nettement moins qu'en 2023, mais ça reste quand même des baisses très, très marquées. Une stabilité au Japon, et dans quelques pays, des baisses très marquées qui sont liées en fait à soit la fermeture des dernières centrales au charbon, soit à la concurrence du nucléaire, par exemple, en Corée du Sud ou au Japon. Pour le pétrole, donc on l'a dit, une très légère baisse en 2024, qui est plus une stagnation en fait, et qui est liée à un très léger déclin en Chine, moins de 1% en Chine. Donc c'est vraiment lié à la concurrence dans le secteur des transports routiers, des véhicules électriques et des camions au gaz. Avec les prix du gaz qui ont baissé en 2024, le gaz est devenu plus intéressant et il y a eu de plus en plus de camions au gaz pour le transport de marchandises. En Chine, on avait une croissance de 11% en 2023 qui correspondait à la libéralisation, à l'ouverture en fait du transport, avec la fin des restrictions liées au Covid. Donc le secteur du transport avait explosé en Chine, la consommation de pétrole avait suivi, donc plus 11%. En 2024, on est plutôt à un retour à la normale, à une stagnation. Hors de Chine, on a une croissance de la consommation de pétrole qui est assez soutenue en Inde, qui continue à croître, et un ralentissement dans d'autres régions. En 2024, on a également un ralentissement
aux États-Unis, donc, qui sont le premier consommateur de pétrole, donc presque à égalité avec la Chine, avec une très légère croissance de 1%, donc avec plus de demandes du secteur de la pétrochimie, mais moins de trafic routier et plus d'efficacité énergétique des moteurs. Donc une très légère hausse aux États-Unis, et de nouveau une tendance à la baisse dans l'Union européenne et au Japon. Donc en 2024, ça a vraiment été, la consommation de pétrole a également été marquée par des prix mondiaux qui sont plus bas qu'en 2023, mais qui restent très volatiles et supérieurs à leur niveau de 2019, hein, autour de 28% de plus haut qu'en 2019, ce qui va être tiré par enfin, c'est des prix qui restent quand même très élevés sur fond d'incertitude géopolitique. Voilà. Pour le gaz, on a donc on a une nouvelle croissance de la consommation de gaz, donc plus de 3% en 2024. C'est bien plus rapide qu'entre 2017 et 2019, et c'est de nouveau tiré par les pays non OCDE, avec plus 6%. Donc cette fois-ci, c'est la Chine, c'est la Russie, qui représente 17% de la consommation du G20, qui a augmenté sa consommation de gaz. Alors, les exportations de gaz de la Russie ont augmenté, donc c'est pas forcément comment utiliser le gaz disponible. C'est plutôt une tendance à gazifier le pays et à développer l'usage du gaz et à remplacer les vieilles installations au pétrole ou au charbon par du gaz. Donc on a également une forte hausse en Chine et en Inde, autour de 7%, qui représentent donc ces trois pays, Russie, Inde et Chine, représentent un tiers de la consommation de gaz du G20, et également des augmentations dans d'autres pays du G20, des autres pays non OCDE. Dans l'OCDE, la consommation de gaz progresse de 1,6%. C'est vraiment lié à la croissance aux États-Unis, où on est à presque 3%. Donc vraiment avec un essor du gaz dans la production d'électricité, soutenue par la production domestique de gaz aux États-Unis. On a également une croissance au Canada, en Corée, en Allemagne, alors que ça peut rester plus stable au Mexique et décliner dans d'autres pays, en Australie ou en France. Donc si on observe le deuxième graphique, on voit vraiment que comme pour le charbon, comme pour le pétrole, ce sont les pays non OCDE qui sont les principaux moteurs de cette croissance de la consommation de gaz. En matière d'électricité, la consommation donc, augmente rapidement, de presque 4% en 2024, donc nettement au-dessus du rythme tendanciel 2010-2019 et de la tendance 2023. Cette croissance est vraiment tirée par deux pays, les deux plus gros consommateurs, donc la Chine, qui représente 39% de la consommation d'électricité du G20, et sa consommation a augmenté de 7%, et les États-Unis, donc qui en consomment 18%, presque deux fois moins que la Chine, et où la consommation a augmenté de 2%. Dans ces deux pays, donc les deux plus gros consommateurs, les quatre mêmes facteurs ont été les moteurs de la consommation d'électricité, à savoir la demande de l'industrie, les data centers, la climatisation, puisque les deux pays ont été touchés par des vagues de chaleur, l'Inde également, et les véhicules électriques. Donc ces tendances qu'on voit apparaître en Europe, enfin, on voit apparaître, qui se développent en Europe, hein, sur les véhicules électriques, les data centers, ont déjà un impact significatif sur la consommation d'électricité en Chine et aux États-Unis. On a également une forte croissance dans les pays émergents, en Inde, au Brésil, en Indonésie, et une croissance qui est plus modérée dans l'OCDE, où les besoins sont déjà où la croissance économique a été plus faible et où la consommation d'électricité était donc plus atone. Donc on observe bien une hausse régulière de la consommation d'électricité, mais la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, elle ne progresse que lentement. On est passé de 17% en 2000 à 23% en 2024. Donc on a bien une augmentation de l'électrification. En Chine, le rythme est bien plus rapide, mais on est quand même bien loin d'une électrification totale qui pourrait permettre de décarboner les économies. Donc on en est encore loin. Donc voyons voir maintenant comment cette électricité a été produite. Euh, donc on observe déjà sur le premier graphique que la part du charbon dans la production d'électricité, elle reste significative. On est autour de 40%. Cette consommation de charbon, elle a progressé au détriment du pétrole. Enfin, plutôt la production d'électricité à partir de pétrole a décliné au profit du gaz et du charbon. Et au final, la production d'électricité thermique à partir de gaz, de charbon et de pétrole continue d'augmenter. Donc elle a progressé en 2024, elle a augmenté de 1%, à un rythme inférieur à la croissance, à la production renouvelable, notamment l'éolien et le solaire. Donc la part de cette énergie thermique a baissé, passant de 66% en 2010 à un peu moins de 60% en 2024. Donc on a une érosion
des énergies fossiles, mais une production thermique qui continue d'augmenter malgré tout. Donc, on a à peu près, dans le mix électrique du G20 en 2024, un petit peu moins de 60% d'énergie fossile, 30% de renouvelables, donc 16% d'éolien et de solaire, autour de 10% de 13% d'hydro et 10% de nucléaire. Donc on a quand même une part très marquée des énergies fossiles. Malgré ça, la production solaire a explosé, plus 29% en 2024, l'éolien également, plus 8%. La production hydraulique a progressé également, le nucléaire. Donc on a quand même une amélioration de la production, une progression de la production sans CO2, mais un mix qui reste quand même très carboné. Donc une touche quand même d'optimisme, de bonnes nouvelles, pour finir avec les installations éoliennes et solaires dans le G20. Donc ces installations éoliennes sont restées soutenues avec 105 gigawatts installés en 2024, 112 installés en 2023, c'est un très léger ralentissement, avec un léger ralentissement dans l'Union européenne et aux États-Unis, mais une accélération en Inde. Mais surtout, ce qu'on peut noter, c'est que la Chine a représenté les trois quarts des nouvelles installations avec 80 gigawatts installés en 2024. Donc c'est vraiment la Chine qui est le principal moteur des installations éoliennes dans le monde. Donc ces installations qui ont été très rapides au cours des 3 dernières années ont permis d'augmenter la production d'électricité à partir d'éoliennes de 8% en 2024, avec des croissances très rapides à deux chiffres en Chine, au Brésil, au Canada, au Japon. On a également une forte croissance aux États-Unis, mais une production à peu près stable dans l'Union européenne. Et au final, on observe que donc, les installations rapides en Chine ont permis à la production chinoise éolienne d'atteindre presque 1000 TWh en 2024. C'est à peu près 40% de la production éolienne du G20. Donc la Chine représente 40% de la production éolienne du G20. C'est autant que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Donc vraiment, c'est 40% la Chine, 20% l'Union européenne, 20% les États-Unis et 20% le reste du G20. La Chine domine totalement la production éolienne. En matière de solaire, c'est très marqué également, avec un nouveau bond des installations, puisque plus de 400 gigawatts ont été installés en 2024, avec la Chine qui a représenté presque 70% de ces nouvelles capacités, 278 gigawatts. C'est largement supérieur aux installations dans l'Union européenne, 38 gigawatts, aux États-Unis avec 30 gigawatts, ou en Inde, 25 gigawatts. Donc ce sont des montants, des capacités qui sont très honorables, hein. Ajouter 25 gigawatts de solaire, c'est très remarquable, mais la Chine installe tellement de solaire que ça domine absolument tout. Donc la Chine a doublé sa capacité solaire en 2 ans et représente désormais plus de la moitié de toute la capacité solaire du G20. Donc ces installations très rapides ont permis d'augmenter la production de 29% en 2024, notamment dans les principaux pays producteurs, hein, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Et la Chine représente désormais 44% de la production solaire du G20. C'est autant que l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde et le Japon cumulés. Donc voilà, on peut au moins remercier la Chine pour ses installations soutenues qui permettent de ralentir sa consommation de charbon et ralentir ses émissions de CO2. Voilà, maintenant on va voir avec Quentin si cette tendance est suffisante ou pas pour atteindre les objectifs de décarbonation. Merci Géraldine. Ouais, j'ai bien peur que cette note positive, elle dure pas très longtemps. Non, effectivement, il se passe des choses au niveau des renouvelables, mais on va voir un peu plus, en tout cas, ce que nous, on aimerait voir dans nos scénarios de long terme, qui sont des scénarios, tu peux passer d'ailleurs tout de suite à la slide suivante, hein. On peut fonctionner comme ça, d'ailleurs, je peux te dire quand on switch. Donc voilà, nous, en fait, on produit des scénarios qu'on appelle les scénarios Enerfuture. C'est le nom de l'exercice qu'on fait chaque année. Et en fait, ça se décline en trois différentes visions qui sont en fait des scénarios qui se différencient surtout justement par l'ambition climatique en fait qui est implicitement intégrée par le biais de politiques qui seraient mises en place dans les différents pays. Et donc, on a trois scénarios. Le premier s'appelle Enerbase. Enerbase, c'est ce qu'on appelle un baseline, typiquement. C'est un scénario, en gros, où on voit une espèce de prolongation des tendances historiques. Non, tu peux rester sur la slide précédente, s'il te plaît. Non.
on a une prolongation des tendances historiques. En gros, on se limite aux politiques qui sont déjà existantes. Donc, il y a un impact. On voit quand même que on a une baisse des émissions, on a une baisse de l'intensité énergétique, il se passe des choses, mais on est très loin des objectifs. Je vais pas trop reparler d'ailleurs de ces scénarios, je vais plutôt insister sur les deux autres scénarios qui sont des scénarios où là, on intègre une ambition climatique assez élevée. Le premier, c'est Enerblue. Enerblue, c'est un scénario qui suppose l'atteinte de tous les NDC, donc les contributions nationales déterminées qui ont été produites par les pays, soumis jusqu'à fin 2024, parce que c'est là qu'on a fait la dernière mise à jour du scénario en termes d'input. Et on a un scénario qui s'appelle Energreen qui, lui, là, plutôt que de regarder les politiques et d'essayer de les intégrer, en tout cas les engagements et essayer de les intégrer plutôt, on a un scénario qui dit, bah là, on fait c'est ce qu'on appelle du backcasting. On part du principe qu'on va respecter un budget d'émission qui est compatible avec une hausse des températures bien en dessous de 2 degrés. Donc, on n'est plus vraiment sur du 1,5. Hein. Vous avez probablement vu passer pas mal de rapports ces derniers jours comme quoi on avait déjà dépassé le budget. Mais bon, on est sur du bien en dessous de 2 degrés. Donc, c'est des scénarios qui sont très ambitieux. Et en fait, ensuite, on propose notre propre répartition de l'effort entre les différents pays en s'inspirant un petit peu des NDC. Donc, le premier constat, c'est que ces scénarios sont différents. C'est-à-dire que l'objectif finalement des NDC, c'est bien d'être bien en dessous de 2 degrés, mais les NDC sont pas suffisants. Donc, en fait, il faut supposer d'une part qu'on arrive à atteindre les NDC et en plus de ça, ça suffit pas. Donc, c'est déjà ambitieux que de dire que les pays vont respecter tous leurs engagements. On voit que c'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, on se rend compte que finalement, ça permet pas d'atteindre l'objectif global. Donc, c'est les scénarios, juste une petite note méthodologique qui sont produits avec l'aide du modèle POLS, qui est un modèle assez reconnu qu'on utilise, nous, Enerdata. C'est pour ça qu'on appelle ça le modèle POLS Enerdata avec d'autres institutions, avec deux autres institutions, précisément un Joint Research Center de la Commission européenne et un laboratoire du CNRS qui est basé à Grenoble aussi. Donc, il couvre vraiment le système énergétique mondial avec vraiment, on part de la production d'énergie jusqu'à la consommation finale. Alors, avec un niveau de détail qui est pas forcément énorme. On couvre 66 pays et régions, donc vraiment avec une approche presque nationale, hein, sauf pour quelques plus petits pays qu'on agrège finalement sous forme de région. Pareil, pas d'énormes détails en termes de granularité spatiale des scénarios. On a vraiment une approche par pays, mais quand même, ça nous permet d'avoir cette vision mondiale qui est quand même relativement détaillée. Et donc, on analyse là-dedans ce qui se passe en termes de production d'électricité et du coup d'émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Je vais passer à la slide suivante, Gérald. Alors là, c'était la définition. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire en termes de chiffres. Et ces graphes, en fait, montrent à la fois une prolongation hein, des tendances qu'on observe depuis 2015-2024. C'est assez bête. Hein. Ça a augmenté, les émissions ont augmenté de X% par an entre 2015 et 2024. Donc, on prolonge ça pour montrer qu'est-ce que finalement la tendance récente, comment on la compare directement avec ce qu'on devrait observer logiquement si on voulait atteindre nos objectifs. Donc, en termes d'émissions de CO2, de demande d'énergie primaire, c'est assez effarant de voir en fait le gap entre ce qui se passe et ce qui maintenant devrait se passer. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard hein, sur ce que ça veut dire en termes de rupture et est-ce que c'est réaliste ou non finalement d'espérer qu'on va rejoindre cette trajectoire-là. Donc c'est assez flagrant pour les émissions de CO2. La demande d'énergie primaire, on a aussi la part des énergies fossiles. On voit que finalement, bah, on l'a dit, hein, il se passe pas mal de choses au niveau des renouvelables en termes d'expansion en volume, mais pour l'instant, la part des énergies fossiles, elle diminue que très très péniblement. Elle est encore autour de 80%, alors qu'il faudrait qu'elle baisse de manière assez drastique et rapide. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'est donc pareil. Là, on est sur les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergie, hein, pour être très précis. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on est reparti d'anciens Energreen. Donc au fil des années, nous on produit ça depuis maintenant pas mal d'années, et notamment là, le premier scénario, donc qui est en pointillé un peu vert clair, c'est le scénario qu'on avait produit en 2016, donc au moment de la COP de Paris. Et ensuite, il y a d'autres exercices. Alors, je ne les ai pas tous mis non plus, surtout que bon, après, il y a eu l'impact du Covid, donc ça réduit un petit peu la pertinence des trajectoires. Mais on a donc l'exercice 2022, 2024 et puis celui de cette année. Et donc, ce qui est assez intéressant, déjà, on voit que ça converge un petit peu en 2030. C'est pas par construction, hein, c'est un peu un hasard. La trajectoire d'une dernière Green après 2030, elle plonge bien plus que les autres scénarios et on va vite comprendre pourquoi. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que chaque année, en fait, on repousse d'une année les efforts qui doivent être mis en place. Et jusqu'au point où bah là, on arrive à un exercice où la rupture est vraiment
alors pour pas dire irréaliste, assez importante. C'est-à-dire qu'on baisserait, on l'a vu, Géraldine nous l'a montré, on est à peu près une hausse de 1% des émissions de CO2 en 2024. Là, il faudrait que maintenant on bascule en moyenne sur du moins 5% par an jusqu'à 2030. Donc ça paraît effectivement pas très réaliste. Euh, et en plus de ça, non seulement maintenant ça devient de plus en plus compliqué, mais on a du coup des émissions qui ont été cumulées depuis l'accord de Paris et qui maintenant il va falloir compenser dans le futur. On voit que la trajectoire d'énergie 2016, pareil, bon certes on a une baisse qui est importante, hein, mais paraît beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile finalement à mettre en place. Donc, en gros, si on avait mis en place des politiques cohérentes à partir du moment où on avait commencé à prendre ces engagements et émis cet objectif commun, bah, on aurait économisé beaucoup finalement d'émissions de CO2 qui là ont été émises et qui vont avoir un impact sur l'effet de serre, hein, tout simplement. Donc vraiment, le côté, on retarde, ce qui rend la tâche encore plus difficile. C'est quelque chose qui est flagrant quand on regarde ce graphe-là. Tu peux aller à la slide suivante. Donc là, j'ai essayé de décliner un petit peu. Les indicateurs valent ce qu'ils valent, mais ça permet d'avoir une vision un peu d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe sur les différents, on va dire, grands indicateurs qu'on regarde typiquement quand on analyse des scénarios de décarbonation et de regarder à la fois ce qui s'est passé, donc encore une fois, entre 2015 et 2024, et ce qui se passe ensuite, alors là, c'est entre 2023 et 2050, dans les scénarios Enerblue et Energreen. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il aurait fallu faire nécessairement, parce que forcément, c'est des rythmes de croissance annuels, donc ils sont influencés par le fait qu'on n'a pas fait assez. C'est-à-dire que maintenant, ils sont d'autant plus élevés qu'on n'a pas fait assez entre 2015 et 2024. Mais ça montre un peu les ordres de grandeur et à quel point on est loin de ce qu'il faudrait faire maintenant et à quel point on doit maintenant avoir une rupture sur ces indicateurs. Donc déjà, le premier indicateur qu'on voit, donc c'est l'intensité énergétique du PIB. On l'a un petit peu défini, même si on parlait plutôt d'intensité finale. Bah, on voit qu'il s'est passé, voilà, on a une baisse hein, de l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire que la croissance, c'est-à-dire que la consommation d'énergie croît moins vite que le PIB. C'est ce qu'on veut observer, hein, ce qu'on appelle le découplage entre l'énergie et l'économie, mais de manière insuffisante. Si on regarde ce qu'il faudrait faire maintenant pour rejoindre des trajectoires en tout cas, qui sont alignées avec les objectifs qu'on a, qui sont définis légèrement différents entre les deux scénarios. En termes de facteur carbone, donc le contenu CO2 de la consommation d'énergie, donc un indicateur de à quel point on arrive à décarboner la consommation d'énergie, qui est indépendant de quel est le niveau de consommation d'énergie. On voit que là, c'est très, très faible. On a certes une petite baisse, mais c'est vraiment très faible. Pour info, je raisonne encore au périmètre du G20 pour garder une cohérence avec ce qui a été présenté précédemment. Et il faudrait maintenant avoir vraiment une décarbonation qui est beaucoup plus marquée et profonde dans les prochaines années. Les deux autres indicateurs, c'est alors là, l'évolution en pourcentage de la part, qui est elle-même un pourcentage, c'est pour ça que ça vaut ce que ça vaut, de l'électricité dans la consommation finale. Donc, pour montrer à quel point on est capable d'électrifier les usages finaux. J'y reviendrai un petit peu dans les autres slides, mais c'est vraiment un levier très important dans les scénarios de décarbonation. C'est-à-dire que, et ça va de pair avec le dernier indicateur, qui est la part des renouvelables dans la production d'électricité. C'est-à-dire que le but, il y a d'autres leviers, hein, mais le but, c'est de décarboner la production d'électricité et ensuite d'augmenter finalement la part de l'électricité pour aller remplacer des ressources fossiles. Donc, les renouvelables remplacent les fossiles dans la production d'électricité. L'électricité remplace les fossiles dans la consommation finale. Parce que le gaz naturel, par exemple, ou le charbon, c'est utilisé à la fois pour produire de l'électricité, mais aussi dans les différents secteurs de consommation finale. Et là, on voit pareil, en termes d'électrification, on y reviendra beaucoup parce que c'est vraiment un point fort. Il ne se passe pas grand-chose. Et encore, ça, c'est tiré par exemple, la Chine, où il y a eu une augmentation un peu plus forte. On verra dans la slide suivante que dans les pays développés, c'est pas à ce point-là. Les renouvelables, on l'a vu un petit peu. Effectivement, on a une expansion qui est notable. Mais le rythme est quand même insuffisant par rapport à ce que maintenant, il faudrait qu'on observe pour atteindre nos objectifs. Tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Jordi. Donc là, c'est juste, le message est à peu près le même, hein. C'est pour décliner ça avec des grands pays, grandes zones finalement qui composent le G20, donc la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Et le constat est le même à peu près partout en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de découplage de l'énergie et de l'économie, mais pas suffisamment. En termes de facteur carbone, il s'est pratiquement rien passé. C'est-à-dire que le contenu carbone est sensiblement le même depuis 2015. On est encore sur la comparaison 2015-2024. Il va falloir vraiment décarboner l'énergie qu'on produit, qu'on consomme. Électrification, on voit que il y a eu une électrification en Chine, elle n'est pas suffisante, mais il y en a eu une. Par contre, vraiment, c'est à peine notable dans les autres régions. Et par contre, en termes de renouvelables, là encore, on voit qu'il s'est passé des choses. Alors certes, pas suffisamment, mais il s'est passé des choses. Je vais enchaîner parce que c'est vrai que le constat est à peu près le même,
Et je pense que je suis pas forcément dans le temps. Donc, je vais passer aux conclusions de cette partie-là, hein, qui servait vraiment de complément par rapport à ce que présentait Géraldine. Et puis après, je fais un petit focus sur spécifiquement l'Union européenne. Donc vraiment, les choses qui ont attiré notre attention, c'est des choses qu'on raconte finalement tous les ans quand on fait cet exercice. Mais vraiment, le problème, c'est qu'on continue de le dire. C'est vraiment assez frustrant de faire le même constat chaque année. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise dans le sens où on a l'impression de dire la même chose, mais le fait de dire la même chose, c'est vraiment quelque chose de problématique. Donc, la consommation d'énergie augmente. Alors, c'est même là, il y a même un shift léger. Alors, ça peut s'expliquer par des drivers qui sont plus conjoncturels, mais la consommation d'énergie augmente à un rythme plus rapide qu'avant la crise énergétique et avant le Covid. Ça, c'est vraiment problématique. On n'a pas de découplage significatif, on en observe un, mais il n'est pas significatif entre à la fois l'activité économique, ça je l'ai dit, et la consommation d'énergie, mais aussi du coup entre la consommation d'énergie et les émissions liées à la consommation d'énergie, de la combustion. Chaque année, on l'a vu dans le graphique qui était présenté tout à l'heure, on s'éloigne un peu plus de nos objectifs et on se rend la tâche encore plus dure. Il y a des dynamiques qui sont différentes, il faut vraiment le comprendre, entre les régions. C'est-à-dire qu'on a des pays émergents dont la consommation est finalement drivée, poussée à la hausse par une population croissante, un accès à l'énergie qui augmente, par une économie d'une manière générale qui est en plein boom, qui est en expansion. Là où les pays développés, finalement, c'est plus facile quelque part, entre guillemets, de réduire les émissions. Et on voit que ça se passe en termes de volume, mais par contre, au niveau des indicateurs, on ne peut pas dire non plus que les pays développés se détachent nettement des pays émergents. Les renouvelables continuent leur expansion, le rythme est insuffisant et surtout, la portée finalement de cette expansion des renouvelables, elle est limitée pour l'instant parce qu'on n'a pas une électrification des usages. On a la consommation d'électricité dans pas mal de pays, notamment les pays développés, qui stagnent, voire qui diminuent. On le verra pour l'Europe. Et ce qui est vraiment effarant, c'est que la consommation d'énergie fossile continue d'augmenter au volume. On est à plus de 2% de charbon. Géraldine l'a expliqué, je ne reviendrai pas un peu sur les causes, notamment, forcément, on ne décarbone pas assez la production d'électricité. Donc, même si, par exemple, on électrifie un peu dans un pays comme la Chine, ça veut dire qu'on va consommer plus de charbon pour produire de l'électricité. Ça, c'est vraiment un point fort, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, pareil, tous les ans, c'est que les renouvelables, certes, on en a plus, mais pour l'instant, ils viennent en plus de la consommation d'énergie fossile plutôt que de venir remplacer les énergies fossiles. Voilà ce que je peux dire sur cette partie. Euh, je vois qu'il y a déjà des questions qui sortent dans la box de questions-réponses. C'est super. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vais prendre une goutte d'eau si vous voulez bien pour pouvoir continuer. Et je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'Union européenne. C'est parti. Merci, Géraldine. Alors, déjà, le constat, on l'a dit un peu dans les slides précédentes, les émissions de CO2 diminuent dans l'Union européenne. Bon, après, l'horizon temporel qu'on regarde peut différer. Là, j'ai regardé depuis 2015. En gros, les émissions de CO2 du secteur énergétique, de l'énergie liée à l'énergie, ont baissé de 2% par an en moyenne. Et en fait, on retrouve des constats qu'on a déjà fait dans les slides précédentes. Ça se passe surtout du côté de la production d'électricité, beaucoup plus que de la consommation finale. Après, c'est notable, 1% par an dans la consommation finale, c'est pas négligeable sur une période de presque 10 ans, mais c'est surtout flagrant au niveau de la production d'électricité. Je répète ce que j'ai dit un peu en mettant en comparant un petit peu ce qui se passe du côté des pays émergents par rapport aux pays développés. On est plutôt dans un contexte, on va le voir au niveau des secteurs, de croissance économique et démographique qui est faible. Ça explique aussi pourquoi on a une baisse des émissions. Et donc, on va regarder un petit peu les différents secteurs, ce qui s'est passé et les drivers potentiels qu'on peut déjà identifier qui justifient la baisse dans les différents secteurs. Donc, l'activité industrielle, elle est en baisse en Europe, surtout depuis 2022. Là, on voit que c'est un indice d'activité en base 100. 100, je crois que la valeur, c'est 2022. Oui, c'est ça, je crois. Donc on voit qu'on n'a pas une expansion, hein. Si vous regardez des indicateurs similaires dans des pays émergents, voilà, les chiffres sont beaucoup plus importants. Donc on est déjà plutôt sur une forme d'augmentation assez faible en tendance. On voit l'impact du Covid en 2020 et on voit que depuis 2022, c'est à la baisse d'à peu près 5%. Est-ce que tu peux appuyer, parce que j'ai une petite animation qui montre déjà une première fois, voilà. Donc ça, ce sont des secteurs. Donc là, on a un indice d'activité de l'industrie manufacturière moyen. Si on regarde spécifiquement des branches de l'industrie qui sont très intensives en consommation d'énergie, c'est-à-dire la métallurgie, la chimie et les minéraux non métalliques, donc principalement le ciment, on voit que la baisse a été encore plus marquée. Si tu appuies une dernière fois, on a un indicateur que j'ai recalculé, qui est en fait un indicateur qui
toujours une moyenne de l'industrie manufacturière, mais qui prend en compte le poids des différentes branches en termes de consommation d'énergie. Et là, on voit que, surtout depuis 2021, on a eu déjà une hausse des prix de l'énergie à partir de 2021. Hein, c'était même précurseur, c'était avant l'invasion russe de l'Ukraine. Et ben, on voit que c'est encore plus marqué. Depuis 2022, on est à moins 7%, c'est un peu plus si on part de 2021. Et en fait, c'est ce qui explique principalement la baisse des émissions et de la consommation d'énergie dans l'industrie. Donc, avant de se féliciter de ce qui s'est passé en termes de baisse des émissions dans l'industrie, il faut comprendre qu'en fait, on a une industrie qui est en berne et on a un problème de compétitivité de l'industrie européenne. Alors, à côté de ça, on a une consommation d'électricité qui est en baisse. Certes, un poids de l'électricité qui augmente marginalement, mais en fait, c'est plus dû à des effets structurels. C'est-à-dire qu'on l'a vu, les branches qui sont intensives en énergie, elles consomment peu d'électricité. En général, c'est des process avec des chaleurs de très haute température où il y a très peu d'électricité. Donc, comme leur poids baisse dans l'activité industrielle, ben, mécaniquement, le poids de l'électricité augmente puisqu'on a d'autres secteurs qui sont un petit peu plus électrifiés. Donc, c'est pas vraiment parce qu'on appelle du fuel switching, c'est-à-dire on serait passé d'énergie fossile à de l'électricité. À côté de ça, il y a toujours dans l'industrie des gains d'efficacité énergétique, mais qui peuvent être contrebalancés par ailleurs par le fait que il y a eu un choc sur l'activité industrielle, donc des taux d'utilisation des procédés qui sont peut-être un peu moins importants et qui peuvent avoir un impact sur l'intensité énergétique. Donc vraiment, ce qui se passe dans l'industrie, c'est surtout dû à une perte d'activité. Je suis un petit peu long, je vais essayer d'accélérer un petit peu et de retenir les messages clés. Dans le résidentiel, on a une baisse assez importante. Alors, j'ai pris de 2019 parce que je trouvais intéressant de regarder l'avant-Covid et l'après-Covid et aussi de l'impact de la crise énergétique et des prix très élevés, notamment en Union européenne, suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Et en fait, ça, c'est donc un graphique qu'on appelle en cascade. Donc, on part d'un niveau d'émission en 2019, on arrive à un niveau d'émission en 2024. On voit quel a été le poids, toutes choses égales par ailleurs, des différents leviers qu'on a pu identifier. Le premier, c'est l'activité. Ce qu'on appelle l'activité, c'est bon, il y a quand même une légère hausse de la population, du nombre de logements, des surfaces des logements. Donc, il y a une demande de chaleur et de chauffage des logements qui est en hausse, toutes choses égales par ailleurs. Parce qu'on va voir qu'en fait, c'est compensé par tous les autres effets, c'est même plus que compensé et des équipements qui consomment de l'énergie dans les foyers. Donc là, toute chose égale par ailleurs, ça aurait dû entraîner une hausse finalement de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Sauf qu'il y a eu à la fois de la rénovation, des progrès en termes d'efficacité énergétique. Ce qu'on appelle du fuel switching, c'est donc finalement de passer par exemple à une chaudière au fioul, à une pompe à chaleur ou à des radiateurs électriques, ce genre de choses, ou de la cuisinière au gaz à passer à des plaques induction. Euh, donc, effet efficacité énergétique, on le voit là, c'est heat pumps qu'on a isolé. On en reparlera un tout petit peu après d'un côté, et puis les autres gains d'efficacité qui sont dus aux éléments que j'ai pu lister. Un petit peu de fuel switching, un effet climat qui finalement entre 2019 et 2024 est modéré. Ça, c'est quelque chose qui est finalement assez important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a un réchauffement des températures, enfin une augmentation des températures, on a des hivers qui sont plus doux, donc un besoin en chauffage qui est plus faible en moyenne. Hein. Et donc ça a aussi un impact. Et puis ensuite, on a un composant qui est résiduel et que nous, on attribue, alors c'est difficile d'identifier exactement quelle est la quantité qui est due à ça, mais qu'on attribue finalement à des comportements. C'est-à-dire qu'on a moins consommé sans prendre en compte le fait qu'on a des équipements qui sont peut-être plus efficaces en énergie, on a moins consommé. C'est-à-dire qu'on a peut-être réduit la température de contrôle des logements. On a peut-être fait tourner des machines un peu plus remplies. Ça peut être plein de choses. Mais il y a eu vraiment des comportements des utilisateurs qui, en fait, on le sait, ont été beaucoup aussi euh, presque associés à de la précarité énergétique dans un contexte de prix de l'énergie qui était très élevé. Donc, c'est pas forcément de la sobriété vertueuse, mais il y a eu une forme de sobriété. Juste un mot sur les pompes à chaleur, on en parle beaucoup, elles sont en expansion, mais c'est encore très peu finalement dans les équipements de chauffage et on observe déjà un ralentissement des ventes, voire une baisse en 2024. Sur le transport, ce que je vais dire globalement, c'est que les émissions sont relativement stables, donc c'est intéressant. Et si on décompose un petit peu les leviers, et notamment les leviers qui sont importants dans les scénarios, on se rend compte que c'est surtout au niveau du trafic qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Donc là encore, on est peut-être sur quelque chose de comportemental qui pourrait devenir structurel, c'est-à-dire qu'on prend moins la voiture, on se déplace un petit peu moins en Union européenne en tout cas qu'avant le Covid. Donc on a eu un rebond après Covid et puis finalement, c'est pas revenu au niveau d'avant. Et c'est surtout ça qui explique finalement le fait que les émissions n'ont pas continué à augmenter. Parce que d'un autre côté, la part du pétrole ne diminue pas, elle est stable depuis 2010, on est à plus de 90% de pétrole dans la consommation du transport en général. Il n'y a pas de transfert modaux, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, passer de ce transport, par exemple, le véhicule particulier, à des transports publics qui réduit finalement l'empreinte carbone du transport.
le transport routier dans l'ensemble représente toujours 90% du transport de passagers. Donc, on n'est pas passé sur du ferroviaire, par exemple, pour les longs trajets. C'est stable depuis 2010 et dans le transport de marchandises, on est même en hausse depuis 2010. Donc, il n'y a pas de transfert modaux. La part du pétrole ne diminue pas. Et c'est surtout au niveau du trafic de passagers qu'on voit une raison finalement de cette stabilisation, voire de cette légère baisse. On parle beaucoup des véhicules électriques. Quel est leur poids aujourd'hui finalement dans la décarbonation du transport? Très faible. En fait, même si l'expansion, la dynamique est très impressionnante, on a atteint 14% des ventes en 2023. Et puis en fait, on estime déjà qu'on va avoir une légère baisse en 2024 en Union européenne. En fait, ça fait qu'on plafonne, on est à 2% finalement du stock de véhicules. 2% des véhicules sont des véhicules électriques. Et en fait, ça, c'est que les véhicules légers. Donc, c'est qu'une partie du transport qui représente finalement l'électricité, in fine, représente que 2%, c'est le même chiffre, mais c'est deux choses différentes, de la consommation totale du transport. Et en fait, c'est majoritairement dans le ferroviaire. Donc, c'est même pas les véhicules électriques qui représentent la majorité de ces 2%. Donc, en fait, il n'y a pas d'électrification encore notable finalement dans le transport. J'enchaîne, je vois qu'il est un petit peu tard, je dis ça à chaque slide, mais je vais essayer d'aller assez vite. La production d'électricité européenne est plutôt sur une bonne trajectoire. On l'a vu, il y a beaucoup de renouvelables. Pour le coup, on est à 50% pratiquement là en 2024 de renouvelables, sans compter d'autres sources décarbonées comme le nucléaire. Le facteur carbone, il a baissé de manière considérable, de 40% depuis 2015. Et là, pareil, on a un graphique qui explique que finalement, les raisons de la baisse des émissions, c'est principalement les renouvelables. C'est ce qu'on voit ici. Il y a un tout petit peu de ce qu'on appelle de fuel switching entre fossiles, c'est-à-dire peut-être on est passé du charbon au gaz un petit peu, mais c'est assez marginal. L'efficacité ne joue pas un rôle, elle est même légèrement positive, mais c'est pas notable, c'est pas significatif. Et on voit qu'un des leviers de baisse des émissions, c'est la consommation d'électricité qui est en baisse. C'est pas énorme, mais ça joue. Et vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit avant, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, le potentiel de décarbonation, il est dans l'électricité. En tout cas, il y a un énorme potentiel de décarbonation dans l'électricité, mais pour ça, il faut que le poids de l'électricité soit plus important. Là, en l'occurrence, on observe une baisse de la consommation d'électricité. Donc, on arrive à décarboner l'électricité, c'est très bien, mais on n'arrive pas à décarboner la consommation finale si on n'augmente pas le poids de l'électricité dans la consommation finale. Voilà. Je vais passer rapidement sur les messages clés ensuite, donc, parce que c'est des choses que je viens de dire. Donc, on a une baisse des émissions, mais c'est en grande partie dû à un contexte économique et démographique dans l'Union européenne. Contrairement aux pays émergents, on n'a pas ce driver à la hausse de la population, de l'accès à l'énergie, de l'économie. On voit que l'industrie européenne est en déclin un petit peu depuis 2022. Ça explique la baisse dans l'industrie. Il y a aussi d'autres facteurs dont on a parlé. On a bien une émergence de technologies bas carbone, et pour l'instant, c'est un rythme assez faible et ça reste assez niche en fait. Ça, c'est ce que je viens de dire. La décarbonation de la production d'électricité, elle est significative en Europe. Mais en l'absence d'électrification des usages, l'impact est encore limité. Donc forcément, si on électrifie, on va avoir une consommation d'électricité en hausse, donc le poids pour décarboner va être plus important aussi. Les véhicules électriques, les pompes à chaleur, c'est des choses dont on parle beaucoup. Les dynamiques sont intéressantes, même si on voit un léger ralentissement. Mais ça reste très niche, quoi. C'est pas des applications qui sont majoritaires encore dans leur segment qui sont eux-mêmes assez niches. On voit quelques changements dans les usages et ce serait intéressant de pouvoir capitaliser dessus. On l'a dit, on a eu un peu de sobriété énergétique dans le résidentiel. Malheureusement, c'est aussi beaucoup dû à la précarité énergétique, mais il y a peut-être des habitudes sur lesquelles on peut un petit peu capitaliser. Pareil, le trafic de passagers, continuer à essayer de faire en sorte qu'on ne revienne pas au niveau de trafic qu'on a vu avant et puis promouvoir en parallèle les transferts modaux et l'électrification des transports, notamment du transport de marchandises sur lequel on compte beaucoup, même si pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Je vais m'arrêter là, je suis un peu allé vite à la fin. Il me semble qu'on a des questions qu'on va pouvoir traiter. Je ne sais pas si Géraldine, tu peux nous introduire ça. Oui, alors on a une question sur les sources des statistiques. On n'a pas précisé. En fait, on a Enerdata est spécialiste de la collecte de données pour alimenter ces bases de données. Donc, on a tout un éventail de sources. On reprend vraiment les sources nationales. Donc, l'essentiel de nos sources, ce sont des sources nationales, les offices statistiques, des entreprises, des principales entreprises, quand c'est des entreprises nationales, euh, des institutions régionales, par exemple Eurostat pour l'Union européenne. Donc on récupère toutes ces données, pour les pays qui les fournissent, on récupère des données mensuelles qui nous permettent de faire des estimations préliminaires dès le mois de février-mars pour l'année 2024. Ces données sont retraitées pour éviter les aberrations. On essaie de les retraiter pour que ça soit le plus cohérent possible avec ce qu'on a, avec toutes nos méthodologies.
Et voilà, et on corrige au fur et à mesure, dès qu'on a de nouvelles publications, on adapte à la marge. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on reprend d'une année sur l'autre les taux de croissance nationaux. Donc même si il y a il peut y avoir un léger décalage qui est lié à un retraitement entre, je sais pas, la consommation de charbon de l'Indonésie fournie par le ministère indonésien de l'énergie et ce que l'on a, le taux de croissance de la consommation ou de la production sera identique. Donc on a vraiment des données qui sont retraitées le plus cohérentes possible. Voilà. Oui, c'est un exercice complexe, hein. La standardisation des différentes sources nationales, les sources nationales qui ne sont pas forcément non plus 100% fiables, c'est vraiment un exercice complexe et c'est pour ça qu'on est fin juin et qu'on publie des chiffres 2024. Il y a une autre question, Géraldine, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder. Ça Une autre faisait... question qui portait sur, pardon, je reviens en arrière. Sur les slides Ah oui, 26-27 avec, à propos de l'intensité carbone, euh, l'intensité énergétique du PIB, intensité carbone, où on a une augmentation rapide des émissions de CO2 entre 2010 et 2019 et en 2024, alors qu'on avait une croissance similaire, voire inférieure, une croissance économique similaire. Alors en fait, on n'a pas vraiment on a un facteur carbone qui correspond à la consommation d'énergie, au contenu CO2 de l'énergie qu'on consomme et l'intensité énergétique, donc ça revient à peu près au même. Comment expliquer en fait la variation entre... ouais, en plus, on n'est pas sur les mêmes ranges. C'est peut-être là aussi on aurait pu un petit peu uniformiser. Là, on a vraiment un peu axé le timing de l'accord de Paris, donc on prend dans la dernière année un peu consolidée avant l'accord de Paris, donc 2015. Donc on a 2015-2024 d'un côté, 2010-2019 de l'autre. Et peut-être que ça explique un peu la confusion au niveau des chiffres. Je suis pas sûr d'avoir compris à 100% la question. N'hésitez pas à compléter. Ouais. Euh, Par contre, je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Euh, donc, oui, je Euh, confirme. Voilà. Merci pour les précisions. L'exercice n'est vraiment pas évident. Oui, l'exercice n'est vraiment pas évident en termes de collecter toutes ces données qui, des fois, font pas forcément sens et qu'il faut remettre un petit peu en cohérence, faire nos propres hypothèses aussi pour consolider tout ça. Mais en fait, indépendamment des décimales et des tendances exactes en fait. Ce qui est assez clair, enfin des chiffres exacts, ce qui est assez clair, c'est les tendances en fait et le message qu'il doit y avoir autour, c'est-à-dire qu'il ne se passe clairement pas quelque chose en termes de découplage, comme on le disait, entre la consommation d'énergie et l'économie, en termes de décarbonation du système énergétique. Et en termes augmentation des renouvelables, certes, encore une fois, il y a plutôt une dynamique positive, mais elle n'est pas suffisante, et d'électrification. Et ça, c'est sans même parler de ce qui se passe sur des leviers encore plus spécifiques, comme par exemple la rénovation, qui est un sujet surtout dans les pays développés, des bâtiments pour baisser la consommation du résidentiel. La décarbonation de l'industrie aussi, c'est un gros sujet avec en plus des enjeux en fait de compétitivité industrielle, l'enjeu de reshoring, hein, de rapatrier une partie de l'activité industrielle en Europe. Donc, ça, c'est tout un sujet qu'on ne peut pas couvrir comme ça, qui est assez complexe. Donc non, non, voilà, le message est clair. Malgré le fait que les chiffres sont durs et qu'ils peuvent être corrigés dans les semaines et mois qui viennent, le message nous paraît assez clair. On fait actuellement clairement pas assez et on s'éloigne vraiment de nos objectifs. Et c'est pas un cri enfin, on va dire, c'est pas une fatalité, en fait. Et puis, on n'est pas en train c'est pas parce qu'on a loupé, par exemple, les 1,5, qu'on a excédé le budget pour les 1,5, ça veut dire, bon, bah, tant pis, on a loupé, c'est pas grave. Maintenant, on laisse faire. C'est vraiment d'autant plus une urgence, c'est-à-dire que là, on sait qu'il va y avoir des impacts, mais ils vont être d'autant plus importants si on ne prend pas les choses en main et qu'on arrive, mais c'est complexe, hein, à l'échelle mondiale à diminuer de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.
Je rajoute Ok. juste un mot sur la partie historique, sur les chiffres 2024. Si vous souhaitez plus de détails sur des pays hors G20, des pays qu'on n'a pas couverts, on va bientôt sortir notre yearbook, donc notre annuaire statistique, qui va reprendre en fait depuis 1990 à 2024 pour les principaux pays du monde, les tendances de consommation, mais aussi de production et d'échange. Voilà, donc vous aurez plus de détails dessus. N'hésitez pas à suivre notre site internet pour regarder et pour trouver plus d'informations. Ben, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Bonne journée. Encore une fois.